Alors vous avez ici une exposition, je ne sais pas si vous l'avez vue, bien sûr, mais donc moi j'ai eu l'occasion de participer à ce travail au début des années 2000, parce qu'en fait, donc Peter Menzel qui avait eu l'idée de faire des photos de familles avec ce qu'elles avaient mangé devant elles en une semaine, évidemment avait un modèle en France, voilà, et à l'époque je connaissais une famille à Montreuil qui a accepté d'être... Voilà, et ensuite, donc, je participais uniquement pour la France à cette exposition. Alors, ce que je vous propose, c'est évidemment de répondre à la question qui m'a été posée, mais et puis de réfléchir à tous ces problèmes qui sont des problèmes de reconversion alimentaire, de revoir quelques diapos, hein, simplement pour montrer comment je trouve que cette idée est très très riche. J'ai même vu une fois dans Le Parisien une photo où il y avait une famille avec ce qu'elle avait mangé devant elle en un mois. C'est impressionnant, hein. Ça c'est une semaine, c'est déjà pas mal, mais vous imaginez multiplié par 4. Hein, ça veut dire quand même que bon, l'humanité, ça consomme beaucoup de choses, ça transforme beaucoup de choses, hein, ça déplace beaucoup de choses. Voilà. Et là, donc, on a une famille polonaise. Elle est juste intéressante parce qu'il y a 3 générations. En fait, vous avez les parents à gauche, les enfants au centre, et la fille sur le canapé là, qui rentre, à l'époque où on a pris la photo, qui rentre d'Australie. Voilà. Et on est tout de suite après 89, donc on est en reconversion d'alimentation du régime soviétique. Hein, donc vous avez au pied des jeunes gens là, des légumes, hein, et puis arrivent progressivement les produits industriels, hein, qui sont devant sur la table avec le napperon. Voilà, mais ça reste quand même assez modeste. Pour la petite histoire, le jeune couple au fond était en train de monter un restaurant de sushi à Varsovie. Alors, donc ça c'est bon, c'est une famille américaine, c'est très, bon, très classique, hein, on va dire. Donc vous voyez, des enseignants d'ailleurs. Hein, c'est tous en gros des familles qui ont des adolescents, des enfants adolescents. Hein, donc voilà, la nourriture est quasiment industrielle. Hein, on est dans ce qu'on appelle un désert alimentaire, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits frais là-dessus. Hein, et tout est pris en charge par l'industrie. Voilà, pour des Américains de 45 ans, je trouve qu'ils ont réussi à maîtriser assez bien leur alimentation. Ils ne sont pas encore atteints par le surpoids. Alors là, dans les Émirats, c'est intéressant, c'est que vous avez ici une famille donc plutôt aisée, puisque le père est ingénieur dans le pétrole, et la maman, elle est inspectrice de l'éducation nationale de l'époque. Ils ont 4 enfants, et sur la gauche, vous avez 2 femmes de service philippines. Voilà, alors, bon, vous avez les fruits du désert, on va dire, hein, les fruits et légumes au premier plan, et puis ensuite plus de protéines animales, hein, notamment les œufs, les poissons, la viande, hein, mais pas tellement de viande encore, hein, mais ça grignote, hein, des condiments sur la gauche, du riz sur la droite, hein, et puis de l'eau en bouteille. Bon, ça reste quand même assez... mais la nourriture devient emballée et elle est achetée dans des supermarchés. Bon, c'est une photo qui a déjà 15 ans, hein, donc évidemment, quand on y retourne, par exemple, l'eau a été remplacée par les sodas. Hein, vous savez que c'est la région du monde où l'obésité progresse le plus, parce que le thé a été remplacé, le thé habituel, hein, a été remplacé par les sodas, justement. Alors au Japon, la petite dame qui a 100 ans là, sur son fauteuil, qui est décédée depuis évidemment, et qui est avec ses enfants qui ont déjà 80 ans et 81, voilà, qui nous fait signe, vous voyez, donc elle est en bonne santé, hein, mais elle est juste pas très mobile. Et vous voyez, donc, bon, ce sont des personnes âgées, donc qui mangent pas beaucoup, mais qui mangent des produits frais. Hein, c'est ça qui est frappant. Alors il y a de l'industrie, hein, un peu sur la droite,
assez peu. Au Japon, donc, d'abord on mange plutôt moins qu'ailleurs, hein, et on cuisine. On cuisine beaucoup de végétaux et pas mal de produits de la mer. Alors en Chine, c'est intéressant, ça c'est une famille qui habite à la campagne, dans un village au nord de Pékin. Alors vous avez la grand-mère qui est juste à côté de son petit-fils, son arrière-petit-fils déjà, je crois. Oui, c'est ça, puisque ces deux enfants sont sur la gauche et les petits-enfants sont à l'arrière. Alors vous voyez sur la table les fruits, le fruit du jardin, hein, du potager et du verger. Hein. Donc là, on est vraiment dans une famille paysanne avec un stock de riz sur la droite assez important. Et puis on voit apparaître de la viande, hein, au premier plan, hein, des produits animaux. Voilà, et un peu de la bière, hein, sur la gauche. Je me rappelle, puisque pour le coup, j'avais été en Chine, on a pris cette photo, ces gens-là qui mangent bien, hein, parce que les Chinois, vous voyez, c'est quand même assez complet, rêvaient, on leur demandait toujours à quoi ils rêvaient. Eh bien, ceux-là rêvaient d'aller au restaurant. Je savais qu'il y a beaucoup de restaurants en Chine, mais ils n'avaient pas d'argent. Hein. Et puis, bon, à la campagne, vous savez, les gens vont moins au restaurant qu'en ville. Bon, là, je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Juste peut-être dire qu'il n'y a pas le papa. Hein, c'est aussi le problème de la famille africaine. Hein. Le papa n'est pas trop dans l'affaire. Et puis ce qu'on ne voit pas, où on devine un peu, parce que derrière les personnes, vous avez des jerrycans d'eau. Hein. En fait, l'essentiel du travail, c'est d'aller chercher de l'eau. Voilà, donc les enfants, tout le monde est mis à contribution. Hein, et puis on mange ce qu'on a, et quand on n'a pas, eh bien on a droit à l'aide alimentaire. Voilà, en Australie, donc, on est dans un monde complètement différent, hein, essentiellement carné. C'est quelque chose, c'est une émanation des États-Unis, hein, avec d'abord une alimentation carnée, hein, et animale, hein, et puis très peu de végétaux, des produits industriels sur la gauche, hein, et puis surtout les produits sucrés et les sodas sur la droite, à l'arrière, hein, qui explique donc le surpoids de tous les adultes et probablement, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, hein, la condamnation en quelque sorte à vivre dans cette famille de ces enfants vers le surpoids. Ah, s'il n'y a pas de régime alimentaire qui change, ils vont y aller tout droit. Hein. Voilà, alors en Équateur, on est un peu une famille de paysans, là. Il manque encore 2 enfants, il y en a 11 je crois. Voilà. Et donc, ce sont des paysans au nord de Quito, qui sont à 3000 mètres d'altitude, hein, qui vivent avec assez peu de choses finalement, parce qu'on a la pomme de terre, la papa, hein, qu'on a à l'arrière. Les bananes plantains au centre, au premier plan, avec quelques poireaux, et puis des billes de maïs. Hein. Rien d'autre. Hein. Les enfants ne mangent pas de sucre, hein, sauf quand les parents vont vendre un poulet au marché, et le papa, dans ce cas-là, rapporte quelques morceaux de sucre dans sa poche qu'il donne aux enfants, mais il n'y a rien de... Voilà, alors eux, on leur a demandé à quoi ils rêvaient. Eh bien, ils rêvaient de manger des sardines. Voilà, parce qu'ils savent qu'au Pérou, au large du Pérou, vous avez les plus fortes concentrations de poissons au monde, hein, à cause de ces courants marins froids, et ils savent donc. Mais les sardines ne montent pas jusqu'à l'Altiplano. Et donc, mais vous remarquez bien une chose sur leur visage. Alors certes, il y a des fois où on arrive à faire sourire les familles, mais vous voyez, entre celle-ci qui vit quand même très chichement et celle-là qui vit dans l'abondance, hein, si on prend simplement le bonheur, le plaisir à manger, bon, on n'est pas du tout dans la même chose. Donc là, ce sont des enseignants allemands dans la bibliothèque avec donc une abondance, hein, quelque chose de très abondant, mais marqué quand même par une végétalisation qui est liée au fait que cette famille passe des vacances en Provence, hein, et va sur les marchés provençaux et donc commence à manger bio, enfin tout ça. Donc vous avez tout ça. Et puis sur la gauche, donc pas mal de produits animaux et industriels, hein, et puis
plan avec cette muraille de boissons, boissons industrielles. La bière a été le premier produit alimentaire industriel au XIXe siècle, fait dans des brasseries qui sont devenues des usines, et qui a circulé et qui, de fait, a complètement épousé le modèle alimentaire des Allemands. Voilà, alors, si je voulais un peu donner de l'ordre à tout ce qu'on a vu là, et qui montre donc qu'il n'y a pas de mondialisation de l'alimentation, tout simplement parce que les disponibilités ne sont pas là, et puis parce que les cultures alimentaires ne sont pas les mêmes. Je pense qu'entre le Japon et l'Australie, même quand bien même les personnes sont âgées, on ne mange pas la même chose. Donc, arrêtons de penser que... je me rappelle quand on a ouvert le master à la Sorbonne en 2004, c'était la question tout le temps, parce qu'on avait publié un atlas à l'époque, donc on était invité dans les radios de télé, et va-t-on aller au McDo? Va-t-on être condamné au McDo? Non. Alors, à l'époque, il y avait une grande offensive, c'était difficile de dire, mais non, n'ayez pas peur, etc. Maintenant, voilà, dans un congrès de restaurateurs à Prague, en 2004, je me rappelle avoir dit, on m'avait demandé, alors, c'est quoi la tendance de l'alimentation dans 10-15 ans? Et pour mettre dans la tête cette idée que nous avions déjà, sur laquelle nous avions déjà travaillé, qui était le local, je leur avais montré une photo du Coulo-Rougeau. Voilà, il m'avait regardé avec des gros yeux en disant, mais de quoi il cause, le monsieur là? Le local, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est un truc de géographe, sauf que le local est quand même arrivé quelques années après. Alors, 10 ans après, ils m'ont invité pour une autre chose. J'ai dit, mais il faut m'inviter, mais si vous faites la tête à chaque fois que je vous dis quelque chose qui... c'est pas parce qu'on est en sciences sociales, donc on pressent des choses, et que ça ne vous plaît pas, et que moi je ne peux pas venir. Alors si, venez, et vous nous direz ce qu'on mangera dans 30 ans. Donc on va en parler éventuellement, si vous on a 5 minutes. Alors, je vais vous montrer là ce qu'on a fait avec des étudiants à partir justement de cette exposition, en essayant avec mes doctorants, qu'on a publié dans l'Atlas de l'alimentation, d'imaginer au fond ce que serait un modèle explicatif de l'alimentation dans le monde. Voilà. Alors bien sûr que vous vivez à Bourges et que déjà la région centre et la France est déjà pas mal, mais si à l'échelle mondiale nous devions parler d'alimentation, quels sont les modèles au fond que sur quoi nous pourrions nous appuyer pour raconter un peu ce qu'est l'alimentation dans le monde. Et alors on s'était aperçu en fait à l'occasion d'une fondation, la Sorbonne s'est installée à Abu Dhabi. Et à Abu Dhabi, donc, il y a un bâtiment dans lequel il y avait 2000 places, moi quand j'y suis allé la première fois en 2005, et 2000 places pour déjeuner. Et le responsable me dit, mais est-ce que vous pouvez nous imaginer cette salle de restauration, qu'est-ce qu'elle sera dans quelques années, lorsque les 2000 étudiants seront là, comment c'est? J'ai dit, ben, écoutez, vous mettez du matériel, des tapis, des meubles, des choses comme ça, et puis vous laissez les gens s'installer. Et on a filmé cet épisode-là, et en fait on s'est aperçu que les étudiants africains et indiens aimaient manger assis par terre. D'accord. Alors eux, sur quelque chose qu'ils partageaient un peu, vous voyez, mais alors même qu'ils avaient des fauteuils et des chaises, ils aimaient manger par terre. Les Marocains et les Maghrébins en général aimaient beaucoup manger sur des canapés. C'est assez curieux, et c'est vrai que quand on a cherché pourquoi il aimait le canapé, en fait, en faisant la carte, justement cette carte des différents meubles qu'il peut y avoir dans le monde, parce qu'en fait l'idée c'était de dire l'alimentation elle est accordée à la manière avec laquelle le corps est positionné pour manger. Voilà. Et en fait on s'est aperçu que le canapé qu'on trouve au Maroc, c'est le reste, enfin c'est quelque chose d'un héritage du lit des Romains. C'est vrai que les Romains mangeaient allongés. Et c'est vrai que si vous mettez quelqu'un sur un canapé qui est tout seul, et vous le laissez avec un peu de temps et pas forcément vis-à-vis, eh bien la personne a la possibilité de s'allonger et peut s'allonger. Alors après, on a les gens à table, et là, à table, donc, on avait à Abu Dhabi à peu près 40% de gens qui étaient à table, mais pas tant que ça finalement. Beaucoup de gens étaient debout.
avec la table qui était pour nous un objet intéressant dans la mesure où, au fond, il s'est passé autour de la table quelque chose qui était différent du petit salon des Marocains, hein, qui doivent allonger le bras pour aller chercher de la nourriture, éventuellement la mettre sur une assiette ou sur la main pour pas que ça tombe sur les jambes. Donc une forme de nourriture un peu plus comme ça, un peu conviviale, comme quand on mange des olives à l'apéritif, il y a quelque chose d'informel. À table, c'est beaucoup plus compliqué. En général, venez à table, il y a un menu, il y a une scénarisation du repas. Et on s'est intéressé à ça, et pour aider mes étudiants à réfléchir au fond au poids du meuble qu'est la table, je les ai emmenés d'ailleurs la dernière fois, en mars 2019, à Notre-Dame de Paris, juste avant l'incendie. Voilà. Et là, en leur demandant de trouver la table dans la cathédrale. Voilà. Et là, en fait, monsieur, il n'y a pas de table. Mais là, peut-être, on était sous le pied on était sous la rosace. Il y a une caisse là, en désignant l'hôtel. Ce qui est vrai, c'est qu'à Notre-Dame de Paris, la caisse, ça ressemble effectivement à une caisse. Réflexion à laquelle une Asiatique qui avait visité la veille le musée du Louvre dit, mais ça ressemble à un sarcophage que j'ai vu hier aux salles égyptiennes du musée du Louvre. Alors c'est intéressant, effectivement, vous voyez, ce que vous appelez une caisse, en fait, qui est une table, elle est posée sur une tombe. Et la tombe de l'évêque de Saint-Denis, qui est à l'origine du diocèse de Paris et de cette cathédrale. Voilà, donc on commence déjà à réaliser que la table est rectangulaire et elle a en fait la forme de la tombe. Voilà, et la forme de notre lit, et même de notre cercueil. Voilà, et que au fond, ce lien-là, on peut le vérifier. Alors, je vais donner comme exemple un épisode que j'avais vécu en Géorgie avec des collègues. On va à Tbilissi et on se dit, mais tiens, on a un collègue géorgien qui venait régulièrement à Paris, qui est décédé, on va aller voir sa veuve et puis discuter avec elle, saluer. Voilà. Et elle dit, ah, mais c'est très gentil d'être venu, si vous voulez, on va aller voir Georges. Et on se regarde, on se dit, mais bon, il est mort il y a 2 ans, c'est pas dû sortir du congélateur. Et en fait, nous allons au cimetière qui était à proximité de la maison, et sur la tombe de Georges, qui, vous savez, tombe bien parallélépipédique, elle pose une nappe blanche sur laquelle elle met du vin dans des verres à pied, ou des cornes, et on boit à la santé de Georges. Et même on raconte, les Georges, tu as dit à ta femme que dans les vignes à Beaune, autrefois, tu arrivais de rouler entre les ceps, etc. Donc elle a découvert un certain nombre de choses. Donc on a discuté avec les morts. Et on s'est aperçu qu'au fond, la table, c'est un lieu au cours duquel on refait le passé, le futur, hein, et on a des conversations qui sont des conversations quasiment de l'ordre du sacré. Quand je demande à Alain pourquoi vous avez mis de la blanche, c'est pour rappeler le drap dans lequel Georges est enveloppé. Voilà. Et quand mes étudiants disent, mais monsieur, il y a un drap blanc sur l'autel à Notre-Dame, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je les emmène sur le portail nord, où l'on voit une nativité avec un bébé. Je parle de nativité d'avant François d'Assise qui amène le bœuf et l'âne, qui va écologiser la crèche. La nativité de l'époque, c'est un bébé qui est emmailloté dans des langes, hein, et qui est posé sur un autel, ce qu'on appelle la présentation, hein, 8 jours après sa naissance, pour l'inscrire dans la lignée des ancêtres qui sont là-dessous, sur l'autel. Et la nappe, que me dit Michel Pastoureau, qui est spécialisé couleur, qui était peinte sur cet autel, dont la couleur a disparu, eh bien, rappelle le drap dans lequel est né le bébé. Donc vous voyez que la nappe blanche, qui est le drap, qui rappelle le drap dans lequel vous naissez et dans lequel vous mourrez, hein, auquel les étudiants ajoutent, mais aussi à d'autres moments de la vie, il se passe des choses dans les draps, bah oui, les draps, c'est... Et donc, en fait, ça va donner à ce meuble, en quelque sorte, une fonction quasiment sacrée. Vous voyez? Et en
prenant la vie des plantes et des animaux, hein, en les faisant mourir pour pouvoir se nourrir nous, hein, eh bien, on entre dans quelque chose qui relève d'une expérience qui est quand même très complexe, hein, et pour laquelle la table participe en quelque sorte avec la discussion que l'on peut avoir de cette sacralité. Voilà, et c'est pour ça que quand le président de McDonald's Europe me dit, mais monsieur, expliquez-moi pourquoi 70% des Français sont à table à 13 heures. Alors, pour faire court, je lui dis parce qu'ils célèbrent l'Eucharistie, elle ne comprend pas. Alors, j'ai dit, mais si, l'Eucharistie en grec, ça veut dire Karisto, ça veut dire merci. Donc, ils sont ensemble et tout ça, et ils sont sur un meuble, hein, et ils célèbrent. D'ailleurs, ils boivent du vin dans des verres à pied, qui sont comme les calices du prêtre. Voilà, ils boivent du vin, ils mangent du pain, en fait, ils font quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Et donc, vous, quand vous arrivez avec votre carton, votre plastique, et puis toute votre chose qui dégouline, et puis le fait de manger debout, tout ça, ça ne va pas avec des Français. Voilà la table. Et voilà donc ce qu'on a scénarisé en France, en plus de ce volet religieux, avec la monarchie de Louis XIV, qui était le roi qui scénarisait sa vie et qui mangeait en public, hein, et qui installe la gastronomie avec tout ce rituel des bougies, des services, etc., hein, qui va à la Révolution être transposé dans le monde bourgeois, hein, puisque les gens qui travaillaient pour l'aristocratie à la Révolution, ben, avec des aristocrates qui ont fui ou qui ont été guillotinés, eh bien, montent les restaurants autour du Palais Royal. Hein, c'est comme ça qu'on a inventé les restaurants. Voilà, et on va transférer en quelque sorte ce grand rituel liturgique de la gastronomie française royale dans le monde bourgeois du restaurant au XIXe siècle. Voilà, donc la table, c'est quelque chose, c'est pour ça que Alors, il y a toujours quelqu'un, évidemment, qui me dit « Ah, mais moi, en Chine, j'habite en Chine et la table, elle est ronde, donc votre truc, ça ne marche pas. » Voilà, alors heureusement, sur le chemin du retour, il y a un restaurant chinois, parce qu'il est prévu le coup quand même, et j'ai fait entrer les étudiants dans le restaurant chinois pour qu'ils découvrent que sur le plafond de cette salle, de restaurant chinois, vous avez généralement un ciel qui est découpé avec une grande lumière ronde, parfois même vous avez des fleurs de cerisier, des choses qui sont dessinées, hein, et en dessous de laquelle vous avez une table ronde qui est en quelque sorte la découpe du ciel que l'on a mis devant vous de manière à customiser la nourriture. Alors, c'est pas sacré comme chez nous, hein, mais c'est quand même sacré dans la mesure où, effectivement, il y a ce rapport au ciel, parce que la nourriture, c'est quelque chose qui vient de la terre, de cette magie de la vie que l'on prend aux animaux et aux plantes pour s'en nourrir soi. Et puis enfin, vous avez on avait à Abu Dhabi 30-35% de gens qui mangeaient debout. Et là, en fait, ils mangeaient debout, parfois assis sur une chaise haute, mais souvent comme ça, avec un carton dans l'assiette. Et on s'est aperçu que pour eux, la main gauche est l'assiette, hein, et la main droite est le couvert. Et donc, en fait, ils vont manger forcément des produits qui sont, comment dirais-je, qui sont destinés à pouvoir être manipulés sur la main gauche, de manière à pouvoir être pris sur la main droite. Et donc, ce sont des produits industriels. Ce qu'on n'a pas dans le modèle collectif ni le modèle convivial. Le modèle convivial, c'est plutôt des choses qu'on va offrir. La maman marocaine, elle offre des choses, des pâtisseries. Voilà. À table, c'est plutôt quelque chose qui est cuisiné, et ritualisé, comme je l'ai dit. Quand c'est debout, je mange quand j'ai besoin, quand j'ai envie. De toute façon, je mange dans la rue. On voit à Paris de plus en plus de gens, je n'ai pas vu ça il y a 10 ans, vous avez vu ça il y a 10 ans aux États-Unis, en disant que ça n'arrivera jamais en France, et ça arrive en fait. Des gens, même dans le métro, toujours un enfant dans le métro qui dit « Maman, il y a quelqu'un qui mange dans le métro. »
ben si, on va dans du polystyrène, on peut manger des nems vietnamiens, du riz basmati, vous voyez, dans le métro. Je crois qu'avec ça, on a en quelque sorte un résumé des manières de manger et des modèles alimentaires, qui sont des modèles familiaux, collectifs dans les pays pauvres, où l'on mange qu'une fois par jour, parce que le repas c'est très compliqué à faire, il faut aller chercher du bois, de l'énergie, et on mange une fois par jour. Le reste du temps, on pioche comme ça là où on peut. Le modèle convivial est quelque chose de beaucoup plus encadré par la famille. Le modèle, bon, je dirais gastronomique, mais c'est pas forcément la gastronomie, mais ritualisé de la table, qui s'oppose au modèle industriel. Voilà, alors à partir de là, je vais vous montrer quelques exemples de réflexion que l'on fait pour nous sur l'alimentation de demain, en se disant que finalement, par exemple, même en France, où on fait des bonnes choses aux fêtes calendaires à table, eh bien, on a inventé des nourritures nomades. Qu'est-ce que c'est que le saucisson, le fromage, et même le vin? Ben, c'est ce que les Américains appellent du snacking. D'accord? La possibilité en fait de pouvoir manger, d'avoir sous la main quelque chose de rapidement mobilisable, et de pouvoir l'emmener facilement là où on est. Alors que si vous voulez une salade de lentilles, il faut la préparer la veille. Si vous voulez de la salade fraîche, il faut aller la chercher, il faut la conserver, il faut la mettre dans un emballage. C'est beaucoup plus compliqué qu'une rondelle de saucisson. C'est la raison pour laquelle, dans les restaurants, la majorité de l'offre, c'est de l'offre carnée, parce que ça se garde facilement. Et que tout ce qui est végétal, il faut le travailler, il faut énormément de main-d'œuvre, et puis ça engendre des déchets, des pertes considérables quand les gens ne sont pas là. J'avais dit ça à des industriels du snacking en disant mais pourquoi vous voulez absolument nous fourguer une nourriture industrielle? Nous avons de quoi faire ça. Alors ça a changé, ça est revenu parce que effectivement, on a vu apparaître il y a une dizaine d'années, moi j'avais travaillé pour la Sodebo, qui est une firme vendéenne, qui est tenue par deux femmes qui voulaient aider les consommateurs à échapper au sandwich. Et qui disaient, mais finalement, grâce aux emballages de plastique, on va pouvoir faire des salades. Voilà. Et donc, on a vu apparaître ce genre de choses il y a un peu moins de 10 ans. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, saveur, il y a eu même un prix saveur en 2012. C'est intéressant parce que, je ne sais pas si ça se passe comme ça à Bourges, mais en tout cas à Paris, sur les bords de Seine, sur les places, dans les jardins, par exemple, moi j'habite vers le Panthéon, la place du Panthéon, les jours de beau temps, et le midi, c'est le restaurant universitaire. J'ai compté jusqu'à 500 personnes qui mangent sur cette place, assis comme ça en rond. Alors pour le coup, ils sont assis par terre et ils mangent dans des contenus en plastique toutes les nourritures du monde. Du libanais, du vietnamien, du japonais, etc., etc. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se développe quand même. Dans les trains, par exemple, on voit des gens manger des choses comme ça. Dans les aéroports. Donc, vous voyez, vous avez à la fois la combinaison d'un plat, qui est quand même un plat, mais qui est mangé. Alors, maintenant, évidemment, que tout ça est bien installé, il y a toujours quelqu'un qui dit, mais attendez, il y a du plastique, il faut, d'abord, il y a des perturbateurs endocriniens là-dedans, et puis ensuite, c'est pas bon pour l'environnement, et donc, on est en train de chercher d'autres supports. Donc, ça, c'est effectivement la marche du monde. Alors, vous avez maintenant, évidemment, la végétalisation de l'alimentation, par le remplacement des matières premières carnées par des matières premières végétales, avec des problèmes de lexicographie, c'est-à-dire que vous savez que, par exemple, les lobbies de la viande, les
les industriels ou les organisations de la viande interdisent, ont obtenu l'interdiction d'appeler steak quelque chose qui ne contenait pas de viande. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé encore le mot, mais un jour, probablement, on arrivera à se mettre d'accord sur quelque chose qui à la fois rappelle le steak, et qui... Alors, le mot burger, par exemple, pourrait aller, parce que c'est un mot donc allemand, voilà, ça ne fait pas appel à la... steak fait plus appel effectivement à une pièce de viande. Un burger, c'est aussi quelqu'un qui habite un bourg, qui habite une ville, donc genre un château même. Et donc, pour l'instant, ça a l'air de marcher, mais bon, là, la chose n'est pas terminée. Alors, la grande affaire, évidemment, c'est ce qui est en train de se passer et qui, à mon avis, donne la grande rupture anthropologique aujourd'hui, c'est ce qui arrive avec la food tech. Alors, la food tech, je vais en parler un peu longuement, mais c'est quelque chose qui décentre complètement le système de production alimentaire et qui le déconnecte de la nature. Alors, pas que, mais quand même de la nature, avec d'autres médias qui sont plus ce qu'on appelait la carte qui était le menu du restaurant, qui devient sur Internet et sur le téléphone le flashcode que l'on va prendre sur la table. C'est la capacité, par exemple, avec ces appareils, de vous faire livrer rapidement, dans des temps assez précis, par des gens qui ne sont pas originaires de la région, mais qui, grâce à GPS, vont vous retrouver. Donc il y a toute une transformation qui est en train de se passer aujourd'hui, qui va faire que probablement, dans une dizaine d'années, lorsque, à l'issue de cette conférence, vous devez aller au restaurant, vous allez taper quelque chose, pas vous, mais vos enfants, vont taper ce soir, je voudrais des pâtes par exemple, vont se faire proposer des restaurants de pâtes dans un parcours assez proche, d'accord, et en fonction de ce qu'ils ont mangé la veille et les jours avant, et en fonction de ce que le nutritionniste a dit pour perdre un peu de poids, pour ceci, pour cela. Et donc quelque chose qui va être en quelque sorte une fabrique de l'alimentation, mais qui est connectée à la santé. Parce que ça sera peut-être connecté sur la carte de la sécurité sociale qui arrêtera de vous rembourser des séances chez nutritionniste au bout si vous n'avez pas suivi les injonctions. Ça veut dire par exemple que ce qu'on va manger, les légumes, parce que pas nous, mais nos enfants, les légumes vont être produits dans des usines. Alors on appelle ça des fermes, mais en fait c'est des usines. On joue sur le mot. On dit, les fermes urbaines. Les fermes, pas ça. D'accord, Martine à la ferme, voilà, c'est ça. Mais là, c'est pas Martine à la ferme. D'accord, donc c'est quelque chose de complètement différent. Les tomates sont produites dans des usines. Déjà aujourd'hui, quand vous avez la marque Sabéol, personne d'entre vous n'a été chez Sabéol en Bretagne, mais ce sont des usines avec des solutions hydroponiques qui permettent à des végétaux de croître sans contact avec le soleil, à toute saison de l'année, pour nous fournir au fond des produits frais, ce qu'on appelle des produits frais. Vous avez depuis 2015, août 2015, ce qu'on appelle, j'ai dit la viande de laboratoire, mais ça peut être des quantités de mots plus ou moins proches, qui, vous savez, donc cette viande faite à partir des cellules des animaux, et qui, dans des grandes cuves, dans des usines, fabriquent donc des steaks qui sont désormais en vente en France. Alors, avec un seul format qui est le steak haché, le burger. C'est d'ailleurs aujourd'hui, paraît-il, la journée internationale des burgers, chez les spécialistes de l'alimentation, et on m'a demandé au fond d'expliquer pourquoi, alors que le burger est très connoté quand même nourriture américaine, et
viande, pas forcément cellule souche parce que ça c'est la viande la plus chère, mais disons de viande qui vient de produits, d'animaux nourris avec du soja qui a contribué à la déforestation du Brésil. Bon, hein, tout ça est maintenant à peu près acquis. En fait, la vraie raison, me semble-t-il, bon, on travaille encore là-dessus, mais la vraie raison pour laquelle le burger a tant de succès, c'est que je crois que la majorité des jeunes qui les prisent, qui aiment ça, parce que je pense que vous n'êtes pas de gros amateurs de burger, je ne sais pas pourquoi, mais ça se voit sur votre front que vous n'allez pas en manger tous les jours, alors que mes étudiants aussi, ça vient du fait que les jeunes ont découvert la viande par le steak haché. Ah oui. Je ne dis pas que les mamans qui avaient donné des steaks hachés à vos enfants pour qu'ils mangent un peu de viande, vous êtes coupables, mais il est vrai que, au fond, cette nourriture, ces petits grains qu'on a assemblés comme ça et qu'on a fourgués avec de la purée pour que les enfants mangent un peu de la viande, bon voilà, deviennent à l'adolescence, enfin à la post-adolescence, parce que c'est pas l'adolescence, c'est après, une nourriture nostalgique. Hein, c'est très très puissant, hein, vous savez, c'est au moment où on quitte les parents, il y a comme ça des processus qui font que on les quitte parce qu'ils sont insupportables, ou ils sont insupportables, mais bon, il faut les quitter. Et puis en même temps, on voudrait être avec eux. Voilà. Et donc on emporte des bocaux, quand maman vous donne de la confiture, des machins. Voilà. Les trains le dimanche soir sont pleins d'odeurs de la France rurale. Quand on voit dans les TER le dimanche soir, c'est impressionnant. Moi, je circule beaucoup sur les lignes du Grand Est. Il y a tous les fromages de Langres, les maroilles, les Munster. Voilà. Et donc, qui sont des choses données à nos adolescents pour qu'ils vivent un peu correctement au milieu de toute cette bouffe qui nous échappe. Alors, la grosse rupture, à mon avis, vraiment, mais presque aussi importante que celle du néolithique, moi j'ai dit ça même, c'est justement cette production alimentaire déconnectée de la nature. Voilà, déconnectée, parce que jusqu'à présent, nous mangeons des produits qui sont passés à un moment, soit par les animaux, soit par les plantes, donc dans le monde naturel. Alors, évidemment, l'usine que je vous ai montrée, c'est déjà plus vraiment, entre guillemets, naturel, mais là, ça l'est encore moins. Ça veut dire donc que peut-être sommes-nous justement à ce moment au cours duquel, d'une part, les générations qui vont nous suivre vont devoir apprivoiser ce genre de choses et le burger, vous voyez l'importance qu'il a dedans. D'autant qu'il est couplé avec cette affaire du bien-être animal et donc de la souffrance animale et de tout ce que les éthologues nous ont permis de comprendre de la vie animale aujourd'hui, hein, et qui en tout cas est repensée par les jeunes générations d'une autre manière que la nôtre. Hein. Donc quelque chose qui est en train de devenir une alimentation hors sol, mais complètement. Alors, vous avez effectivement des choses qui sont arrivées depuis une cinquantaine d'années, hein, à peu près, avec l'industrialisation de la production de viande, des chiffres qui sont assez impressionnants, à la fois sur le nombre, même si je ne sais pas ce que ça peut représenter quand on vous dit 60 milliards d'animaux tués chaque année. Bon. Mais surtout, des animaux dont on voit par les caméras qui vivent dans des conditions assez effroyables. Il faut quand même reconnaître que vous avez toute une série de gens, d'artistes, de politiques, de tout ce qu'on veut, de chanteurs, qui militent en quelque sorte pour reconsidérer la place de l'animal dans l'élevage, notamment en désindustrialisation de l'élevage. Hein. Voilà, et qui donc alimente en quelque sorte dans la phase où les jeunes sont en train de reconfigurer leur alimentation, hein, après avoir vécu chez papa-maman, eh bien donc
alimente en quelque sorte ce besoin ou ce désir de se différencier des parents. Hein. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que dans la vie d'un être humain, vous avez la première phase qui est l'alimentation du bébé en phase avec la maman, ensuite avec la famille, hein, jusqu'à 11-12 ans, et puis à partir du collège, on va dire, hein, c'est-à-dire pour la plupart des enfants qui entrent au collège, c'est le grand moment de la rentrée, c'est pas voir les professeurs défiler, mais c'est d'aller au self et de pouvoir choisir ce qu'on veut sans la surveillance ni des parents ni de la dame qui avant à la cantine nous faisait manger des épinards qu'on n'aimait pas. Et donc l'entrée dans l'adolescence, c'est l'entrée dans le choix alimentaire. Et donc aujourd'hui, les jeunes générations choisissent, comme nous avons choisi à moment les supermarchés, des choses comme ça, donnent du sens à leur alimentation, à la fois par l'environnement, donc parce qu'ils portent en eux quelque chose qui est une question qu'on va leur laisser en héritage, c'est-à-dire l'état de la planète, hein, et puis le rapport à l'animal, hein, que nous avons enfermé, peut-être à notre insu, sans vraiment s'en rendre compte. En fait, comme on avait éloigné la mort des centres-villes vers les abattoirs à l'extérieur, hein, avant que les caméras permettent de récupérer, par des images, des scènes de vie animale dans ces camps, il faut bien dire, de concentration animale. Hein, et donc, vous voyez comment la technologie a complètement changé ce rapport à la viande, parce que, donc j'ai parlé des jeunes justement, pour dire que effectivement quand ils entrent à l'école, hein, quand ils entrent dans l'adolescence, hein, en gros de 11 à 25 ans, hein, les jeunes entrent dans une phase de rupture. Hein, ils veulent manger différemment des parents. Alors bien sûr, de temps en temps, vous battez le rappel pour une bonne croûte au mori ou je sais pas quoi, bon, à l'occasion d'une fête, mais manger une pizza dans une chambre où tout le monde s'est déchaussé et ça sent mauvais, et dans des conditions épouvantables, dans du carton et tout ce que c'est génial quand on est jeune. Parce que manger, c'est pas du tout quelque chose qui est de l'ordre du gustatif, c'est être ensemble avec des amis. Hein, et seulement quand on a fait cette rupture-là, et que si les parents se sont accrochés, alors pour marquer la différence et vraiment l'éloignement, on a fumé, on a bu, on a vraiment montré à ses parents qu'on en a assez, hein, qu'on veut vraiment se différencier d'eux. Hein, une fois qu'on a terminé ça, et qu'on rencontre l'âme sœur, hein, qui éventuellement va dire le tabac, pas trop chez moi, je sais pas quoi, donc on commence un peu à... Et puis surtout arrive la 8e merveille du monde, hein, et là, à ce moment-là, on va chez le bio, hein, et on rappelle maman comment tu faisais la crème brûlée que j'aimais tant. Hein, à ce moment-là, on repart à la nourriture d'enfance. Et puis on va transmettre ça. On transmet ça, on transmet cette nourriture de la grand-mère. Hein. Vous avez remarqué que très souvent, les gens disent en fait, ils aiment surtout la tarte, le machin, de la grand-mère. Non pas parce que la mère cuisinait pas bien, mais parce que la grand-mère, elle a apporté avec la tarte et la confiture l'amour. Hein, parce que la grand-mère, elle n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de ses petits-enfants et de les admirer, voilà, et elle met dans la confiture autant d'amour qu'elle met de sucre. Hein, et c'est cela qui va donner en quelque sorte cette valeur ajoutée qu'on va retrouver à l'âge adulte. Voilà. Puis après, quand on va être plus âgé, on va supprimer ceci, cela, voilà, et puis Nestlé et Danone qui font des compotes pour les bébés se rappellent que dans les EHPAD aussi il faut des compotes et des machins, et donc font cette nourriture-là, évidemment à coup de vitamines, à coup de tout ce qu'on veut, pour pouvoir donner une valeur nutritionnelle correcte à des gens qui n'ont, dans un EHPAD, qui n'ont plus envie de manger. J'ai assisté à un colloque il y a quelques années, c'était très, très marrant, parce qu'il y avait un médecin nutritionniste qui était là, qui disait, bien avec les chiffres, tout ce que vous imaginez, des tableaux comme ça, les gens se dénutrisent dans les EHPAD. Alors, c'est grave, il faut faire quelque chose. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, à un moment donné, j'ai dit, mais vous savez, monsieur,
Vous savez donc quel est le temps d'espérance de vie dans un EHPAD, c'est 11 mois. Voilà. Est-ce que vous imaginez, quand on vous met à l'EHPAD, si tant est que vous y venez pas contraint, hein, et forcé, que vous avez autre chose à penser que, au fond, se tirer le plus vite de la manière la plus radicale, au fond, c'est se laisser mourir. Hein. Vous savez, si vous avez déjà été voir des parents en EHPAD, hein, vous verrez que 80% des gens qui sont là sont complètement à l'abandon des familles, isolés. Hein, et quand bien même ils ne seraient pas isolés, avec l'Alzheimer, ils le sont, avec la surdité, ils le sont, avec la cécité, ils le sont. Et donc, quand vous entrez dans un EHPAD, là, vous entrez dans la chambre de la mort. D'accord? Donc, il ne faut pas ensuite arriver, une nutritionniste arrive à dire ah ben si, il faut donner des vitamines, du fer, etc., pour que le séjour en EHPAD dure encore plus longtemps. C'est cruel. D'accord? Voilà, donc les évolutions, donc c'est ça, hein, c'est déjà, donc on va végétarisme, mais dans les classes, hein, on est à 40% de végétariens. Hein, voilà, on est déjà, donc chez les jeunes, on est très très en avance là-dessus, et surtout les urbains, c'est-à-dire ceux qui ont. Si vous avez un élève qui habite à Bourges ou dans les environs, dans la Brenne, voyez, puis qui va à Paris, et qui a eu une grand-mère qui a fait des tomates, bon, celui-là, il va garder, voilà, et puis il va ramener des choses le dimanche. Hein, mais la plupart sont nés dans les banlieues, ne connaissent de la nourriture que le supermarché. D'accord? Donc, voilà, avec le réchauffement climatique et tout ce qu'on est en train de véhiculer sur l'état de la planète, hein, pour eux, hein, le combat passe aussi par la fourchette. Hein. D'autant qu'ils ont des modèles. Hein, ils ne se gênent pas. Hein. On a fait c'est une étudiante qui m'a fait ça, vous voyez, en disant, mais vous n'êtes pas végétarien, mais regardez tous ces gens très célèbres, même Léonard de Vinci. Hein. Vous n'êtes pas capable de peindre la Joconde, mais lui qui l'a peint, hein, il était végétarien. Voilà. Donc, ça m'amène à vous montrer en quelque sorte que, vous voyez, cette mondialisation, hein, elle se fait effectivement par génération. Hein. Il y a des choses qui arrivent par les États-Unis avec les modèles qu'on vient de voir, hein, d'usines urbaines. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles. Et je vais vous parler de ça, parce que c'est une étude que j'ai faite il y a 2 ans, et j'ai publié dans un petit bouquin sur le petit déjeuner. À l'occasion d'un voyage à Milan, je prends une photo avant de partir de l'hôtel, et je prends cette photo-là, vous voyez, j'arrive à compter à peu près une vingtaine de personnes qui sont repérables. Voilà, c'est tout. J'arrive, dans l'après-midi, je vais à Fribourg en Allemagne. Et là, en fait, je prends une photo dans la rue, devant la cathédrale de Fribourg, et je tombe sur une rue. Alors, je vous ai isolé ici 2 personnes, mais pareil, 12 personnes sur ma photo, et presque tous en surpoids. Et je me dis, comment à 200 km, ces populations européennes peuvent-elles être aussi différentes? Et alors, en cherchant avec des doctorants, au cours d'un séminaire qu'on a monté là-dessus, en fait, on s'est aperçu que en Italie, la majorité, 90% des gens ne font que 2 repas par jour, le midi et le soir, pas de petit déjeuner. Et qu'en Allemagne, on en fait 3, mais on en fait un très copieux le matin. Pour quelles raisons? Alors, pour quelles raisons en Italie on ne fait pas de repas le matin? Parce que c'est le matin, effectivement, les adultes prennent un ristretto, juste le petit truc, là, vous voyez, qui va donner un peu le sentiment d'avoir bu du café. Et puis ensuite, on va au boulot, et on revient si on a faim, manger un cornetto, mais très souvent, on ne prend pas de petit déjeuner. Parce que le soir, dans la famille italienne, hein, et je sais si les Italiens sont très familles, hein, le repas important, on a fait le repas important de la journée, la cena, autour de la table, avec la maman qui a fait les meilleures pâtes du monde. D'accord? Donc le repas du soir est un repas assez tardif et assez copieux qui permet de passer le matin et d'attendre le déjeuner. Alors qu'en Allemagne,
modèle familial gastronomique. Alors qu'en Allemagne, ce sont les nutritionnistes, les industriels, qui ont réussi à mettre dans la tête l'idée, comme vous l'avez tous probablement, que le repas le plus important, c'est le petit déjeuner. On a dû surtout vous dire ça. Et donc ce repas est important. Pourquoi? Parce que en Allemagne, en quelque sorte, les deux repas qu'il y avait au XVIIIe siècle en Europe, dans toute l'Europe, dans ce petit livre, j'ai réussi à retrouver le régime alimentaire de Louis XIV, de Napoléon, et j'ai réussi à retrouver tout ça. Mais en gros, en Europe, jusqu'au XVIIIe siècle, on déjeune vers 10h du matin, on rompt le jeûne, voilà, et on dîne, un dîner à la 10e heure, c'est-à-dire donc 10 heures après le lever. Si vous êtes levé à 6 heures, à 10 heures, le dîner a lieu à 16 heures. Voilà, ces deux repas-là, c'est en gros les repas d'Europe. Le dîner en Italie va se déplacer le soir, parce que l'Italie va inventer l'opéra, les théâtres, les fêtes, etc. Donc, va en quelque sorte développer. Et du coup, le repas du matin, le repas de 10 heures, va passer à 13 heures. Comme le repas du soir est très copieux, il n'y a pas de petit déjeuner. En Allemagne, qu'est-ce qu'on a fait? Ce repas de 10 heures, il est passé à 8 heures. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a développé, l'Allemagne et l'Angleterre ont développé des modes de production en ville, industriels, urbanisés, avec des horaires qui sont d'ailleurs, comme par hasard, les 3-8 monastiques. La journée commence à 8 heures, se termine à 18 heures avec la pause, et pour pouvoir tenir pendant les 4 heures de travail le matin, eh bien, vous devez manger. Alors, j'ai retrouvé ça dans j'ai mis dans le bouquin. Pourquoi vous devez manger à 8 heures du matin, alors que le médecin, n'importe quel médecin vous dira, honnête, vous dira qu'en fait, à partir du moment où vous mettez le pied en dehors du lit, jusqu'aux 3 heures qui suivent, votre corps sécrète du cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui fait que quand vous allez faire une prise de sang à jeun, vous ne tombez pas dans les pommes. Voilà. Donc, normalement, pendant les 3 heures qui suivent votre lever, vous n'avez besoin de rien. Après, les Italiens font ça. J'ai fait un tour du monde des petits déjeuners. Il y a énormément d'endroits où on ne mange pas. Mais il y a des endroits où on a déplacé ce repas du matin, de 10 heures du matin, au petit déjeuner tôt. Alors, si on prend le travail à 8 heures, on mange à 7 heures. Et comme le matin, on a la toilette, du machin, plein de choses, l'industrie a préparé ce petit déjeuner qui est instantané. Vous mettez des céréales, du lait, le café, et puis la Rotewurst, la charcuterie dans le frigo. D'accord? Donc vous mangez beaucoup le matin, parce que c'est là aussi, au moment où on a inventé ce petit déjeuner, à la fin du XVIIIe siècle, l'Allemagne est en train de s'industrialiser, et on a à ce moment-là une vision du corps qui est une vision énergétique. C'est-à-dire qu'après l'invention de la circulation du sang, la découverte de la circulation du sang, le rôle du cœur dans la mise en place, dans le mouvement de l'organisme, eh bien, le corps humain est pensé comme une machine. Et Watt, qui invente la machine à vapeur, fait ce modèle-là, qui va consister à avoir le corps comme une machine, dans laquelle il faut mettre, comme on met dans la machine, il faut mettre du carburant, il faut mettre de... Voilà, et donc on va donner, dès que, eh bien, pour pouvoir bien travailler le matin, il faut avoir de l'énergie dans le réservoir. C'est comme ça que les ministres de l'Éducation nationale se mêlent le petit déjeuner des enfants en disant mais c'est scandaleux que les gamins puissent travailler 4 heures sans le ventre vide. Mais moi qui fais parfois 4 heures de cours le matin, après avoir fait 25 minutes de vélo, et debout en amphi, je travaille le ventre vide et je vais très bien. Et j'ai fait des enquêtes auprès de mes étudiants. 80% des gens ne mangent pas le matin. Les jeunes, ils s'en foutent, ils font la fête tard le soir. Le matin, ils ont autre chose à penser. Ils arrivent déjà souvent pas propres, pas lavés, pas coiffés. Alors donc, si on ne peut pas les manger, voyez, donc ils sont là, et puis personne ne tombe dans les pommes pendant les cours.
Voilà, donc vous voyez cet exemple-là, mais je pourrais vous en citer des quantités, hein, cet exemple-là, il montre en quelque sorte comment l'industrie, hein, par les lobbying, parce que j'ai pu retrouver des phrases des nutritionnistes français, hein, surtout dans la presse féminine, hein, Marie-Claire, Marie-France, Marie-Chantal, vous voyez, où on achète de la publicité pour l'eau minérale, mais pour dire, vous savez, mesdames, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Hein, et puis là, vous buvez de l'eau, à vous péter les reins, hein, parce que en fait, il faut payer la publicité qu'Evian a faite un peu plus loin, hein, parce qu'elle a acheté 2 doubles pages pour vendre l'eau, et puis nutritionniste 2 pages avant, il est payé pour vous dire, bah oui, bien sûr, l'eau d'Evian, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà. Hein. Alors on n'arrête plus à écouter son corps, hein, on dit, ah, le repas, le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Moi, quand je fais des conférences là-dessus, hein, je tombe sur des gens, en gros, c'est ça, un tiers des gens qui ne mangent pas, qui s'en foutent, mais qui sont culpabilisés par les autres. Hein, tu ne manges pas, comment. Alors, bien sûr, les enfants, mais aussi des fois les adultes. Un tiers des gens qui mangent comme ça, un petit coup, voilà, le week-end, on aime bien manger, parce que le week-end, c'est aussi le moment. Et puis on se raconte sa journée, hein, au petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que tu as bien dormi? Tu as entendu le bruit, les souris, les machins, les chauves-souris? Oui, j'ai entendu. Donc, en fait, on prend des nouvelles. Et puis, quel est ton plan de journée? Donc, le repas, il sert à ça. Je vais raconter dans un chapitre que le repas du matin, c'est un repas, effectivement, qui peut être un repas agenda. Et puis, vous avez un tiers de gens qui disent, ah non, mais voilà, évidemment, c'est sacré, ne m'emmerdez pas avec ces histoires, je ne veux rien savoir, je veux continuer à manger. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que, au fond, dans les comportements alimentaires, hein, vous avez des gens qui écoutent leur corps, ou qui n'écoutent pas, hein, mais qui ne sont pas forcément sensibles aux injonctions nutritionnelles, voilà, qui s'en foutent. Il y a des libertaires, des anarchistes partout, hein, qui vont dire non, moi ça je ne mange pas, ça j'ai pas envie, ça, il ne faut pas boire de vin, mais j'en bois. Enfin bon, mon médecin m'a dit qu'il ne fallait pas manger de chocolat, mais j'ai acheté des plaques de chocolat sur lesquelles il y a marqué tentation, hein, la marque tentation, vous voyez. Alors celles-là, elles sont meilleures que les autres, évidemment. Hein, d'accord. Donc vous voyez comment l'industrie, elle va instrumentaliser la nutrition des chercheurs. Moi, j'ai été très souvent sollicité pour dire du bien des produits industriels, hein, et fabriquer un régime alimentaire qui va permettre en fait d'écouler des produits, hein, et de contribuer au gaspillage. Hein, on est quand même à 30% de ce qui est produit qui ne va pas dans l'assiette. Voilà, alors sur le plan urbain, je vais terminer, hein, parce que donc on va avoir des choses qui vont être, bon, c'est des choses un peu, pas de science-fiction, mais un peu, hein, mais le dernier kilomètre qui va transformer la ville, hein, autrement dit, en tout cas à Paris, ça on le voit de plus en plus, moi j'habite au centre, des serveurs, des livreurs jusqu'à 2h du matin avec des sacs comme ça qui portent des repas, bon là en l'occurrence c'est pas un repas, mais vous voyez des gens qui apportent, qui déplacent le restaurant au domicile. Hein, avec ça, avec le smartphone. Hein, et moi je veux manger chinois, alors je regarde, il y a un restaurant chinois à côté, je commande, une demi-heure après, c'est livré. Donc cela va donner des villes qui vont être complètement chamboulées. Hein. Je pense par exemple à cette étude qu'a fait Vincent Calbaut pour le compte de la maire de Paris, hein, en essayant d'imaginer ce que pourrait être Paris en 2050. Donc végétalisé, hein, vous n'avez pas reconnu la tour Montparnasse, hein, parce qu'elle est enveloppée à la fois d'un miroir qui regarde vers le sud, qui capte l'énergie du soleil, et qui est restituée aux jardins qui sont sur le nord. Hein, une tour qui est énergivore aujourd'hui, qui va produire des biens alimentaires. Hein, et la végétalisation, alors pourquoi j'ai mis ce pari de Haussmann, hein, c'est pour montrer que le Paris dans lequel nous sommes, hein, la ville dans laquelle nous sommes, et même j'ai vu un peu Bourges en passant par le train tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la construction de l'ordre de 15-20 ans. Le boulevard, les grands boulevards à Paris, ça s'est fait essentiellement sous Haussmann. Après, ça s'est développé.
développé, mais ça s'est fait. Voilà. Si nous voulions végétaliser les villes comme cette agence l'a proposé, hein, ça pourrait se faire très très vite. Ça se fera peut-être très très vite, je n'en sais rien. Je ne sais pas si à Bourges il y a déjà une ferme urbaine, comme on dit, hein, en fait une usine à fabriquer de la bouffe, mais je ne crois pas, parce que c'est quand même, vous êtes au cœur d'une zone agricole, mais c'est quelque chose qui ne gênera pas, en tout cas la génération après nous. Voilà, et ce qui va nous amener à penser le repas. Qu'est-ce que le repas sur notre table, vous savez, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui va en rester? Ben, on n'en sait rien. Vous savez, des fois, on me demande souvent, alors, on va vers la disparition du repas. Je dis, mais attendez, le repas dont vous parlez, ça a 2 siècles. Hein, avant, il y avait une cheminée, les gens allaient avec un bol, prendre un peu de soupe quand il y en avait, du lard, ou des patates, vous voyez, et puis c'est tout, il n'y avait pas de repas. Dans les tableaux où l'on montre des paysans à table, en fait, ils sont devant un bol de soupe. Le repas dont je vous ai parlé, c'est un repas, effectivement, avec scénarisation gastronomique qui a 2 siècles, hein, et qui est en train de bouger. Alors, soit parce que le restaurant vient à la maison, hein, soit parce qu'il est pensé par le nutritionniste qui aura mis dans le bento, là, le japonais, hein, ou quelque chose comme ça, ce dont vous avez besoin pour votre programme. Ce que j'ai vu, ce que je vous ai dit, hein, manger en marchant, ça c'est des photos on peut faire juste comme ça, hein, qu'on ne voyait pas il y a quelques années, mais qui maintenant... Alors, il y a le sandwich, bien sûr, mais... Parce qu'après tout, le sandwich, il a été inventé par un type qui était accro aux jeux vidéo, pas vidéo, aux jeux plateau. Voilà, et si votre adolescent, il ne veut pas décoller son jeu vidéo parce que il fait comme le comte de sandwich au XVIIIe siècle, hein, quand on lui a apporté à manger pour qu'il puisse continuer à jouer. Voilà, ce qui est plus nouveau, c'est les boissons. Hein, dans les emballages thermostats, mais des emballages en polystyrène, hein, mais comme le polystyrène va bientôt être interdit, donc il y aura autre chose, il n'y aura peut-être rien. Hein. Voilà, donc tout ça pour dire au fond qu'on est vers un potentiel de food tech, en termes de food tech qui est considérable, hein, et qui est un potentiel de service absolument incroyable. Quand par exemple les restaurateurs disent « Ah, mais il nous manque 200 000 personnes hein, actuellement en France dans la restauration et que les gens qui travaillaient dans la restauration ont profité du Covid pour se barrer, et qu'on ne les reverra pas, hein, c'est parce que ces gens-là font autre chose. Hein, parce que les conditions de travail dans les restaurants sont quand même particulièrement pénibles, hein, et donc sont partis vers la food tech. Voilà, donc pour arriver à cette idée qu'on va se faire proposer des profils nutritionnels, hein, et se laisser guider en fonction de ce qu'on veut. Vous voulez ceci, vous voulez de la gonflette, vous voulez, vous allez manger telle et telle chose, hein, et je peux vous dire que c'est déjà en marche. Voilà. Le restaurant transformé, bon, ça je l'ai dit il y a un instant, hein, on est vers quelque chose qui devient complètement marchand. Regardez par exemple la deuxième proposition, plus de 3500 restaurants et des promotions jusqu'à moins 30%. Hein, c'est-à-dire ce qu'on va manger devient une marchandise. Hein, c'est plus le master de la maman, hein, ou la crème brûlée de la grand-mère. C'est de la marchandise que j'ai acheté 30% moins cher. Et comme on l'a fait à l'époque où Mammouth écrasait les prix. Hein, la transformation d'une alimentation en marchandise qui permet de faire des bonnes affaires, c'est le supermarché. Voilà, alors les deux dernières diapos, ça c'est pas mal, si vous montrez, vous voyez, comment à chaque époque, hein, je crois qu'il faut être très zen par rapport à ces transformations alimentaires, comment à chaque époque on réinvente l'alimentation. Vous voyez, par exemple, le cuisinier moderne de 1887, hein, il donne des recettes pour manger du hérisson, de l'écureuil, du loir, du radeau, de l'ours, hein, du foie d'ours aux fines herbes, etc. En fait,
Alors, vous n'avez pas forcément mangé du foie d'ours. Moi, j'ai mangé des trucs un peu comme ça en Suède, où là, on mangeait l'ours, mais en me faisant engueuler par mes enfants parce que c'était honteux d'avoir mangé de l'ours. Donc, pour nous dire, pour se dire au fond que chaque génération doit réinventer son alimentation parce que l'alimentation est notre rapport au monde. C'est ce qui nous, c'est notre manière d'être avec le monde parce que nous faisons entrer le monde en nous-mêmes. Hein, l'incorporation, c'est ça. Hein, et on le fait entrer dans le monde pour que on se nourrit du monde, hein, mais avec des symboles, avec des injonctions, avec des images. Hein, et je crois qu'il faut accepter l'idée que, eh bien, voilà, l'alimentation de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui, comme celle d'aujourd'hui n'est pas celle de votre grand-mère, hein, de votre arrière-grand-mère. Hein, la dernière diapo, si vous vous montrez par exemple, c'est une photo, je crois, d'un banquet à Bourges au Moyen-Âge. Hein. Et puis là, je l'ai mis cette toile de Manet parce que c'est intéressant, bien sûr, on voit la femme, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est ça surtout. Alors, en fait, c'est tout ce qu'il y a eu, qu'on a rajouté, hein, parce que c'est des recopieurs classiques, mais qui est quand même au XIXe siècle, hein, au moment où le repas est très sacralisé, hein, c'est les grands banquets, bon, eh bien, se met en place dans les milieux bourgeois le pique-nique. Hein, se met en place le pique-nique qui va complètement déstructurer le repas et qui va aboutir au fast-food. Hein, parce que quand McDo appelle ces lieux où on mange des restaurants, en fait, il fait un abus de langage parce que ce n'est pas des restaurants. C'est des halls de gare, c'est des endroits où on va faire relever son courrier, on va se donner rendez-vous. C'est quelque chose dans lequel on vient chercher des produits alimentaires dans du carton ou du plastique. Vous voyez, donc, en fait, quand on prend différentes étapes de l'histoire, hein, on s'aperçoit qu'à chaque époque, au fond, hein, on a construit un système alimentaire hein, qui correspond à des symboles, des idées en vogue ou des désirs que l'on a, hein, qui sont donc aujourd'hui ceux d'une alimentation qui doit être, voilà, je dis en gros, comme le disent les jeunes aujourd'hui, respectueux de l'environnement et des animaux. Donc forcément, ça va changer.